donc on investit au mauvais moment parce qu'on ressent l'euphorie des marchés et le marché se retourne à un moment, et donc on perd de l'argent. Et au contraire, on loupe des opportunités lorsque le marché baisse parce qu'on sent les gens parfois investis qui sont stressés. Après, aussi pour apporter du positif, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a des taux de financement qui ont augmenté, mais on a aussi des taux d'épargne qui sont meilleurs et donc on peut rentabiliser son épargne sans prendre de risques. On sait qu'on est dans un monde qui change et un monde qui a besoin d'intégrer effectivement des investissements éthiques. Le monde, si on continue de consommer comme ça demain, ça va être difficile. On voit qu'on a des ressources qui disparaissent, des ressources qui sont environnementalement plutôt positives. Et donc investir dessus aujourd'hui sur des choses qui sont moins disponibles pour les clients, c'est forcément aussi parfois des bons investissements. Bonjour à tous, bonjour Benjamin, bonjour Rémi, Bonjour. bienvenue dans nos locaux ce matin. L'idée effectivement c'était d'échanger au sujet de thèmes divers et variés, mais le principal c'était d'évoquer effectivement notamment la partie financement immobilier, qui est un thème important et crucial lors d'un investissement immobilier. Et de par ton parcours et ton profil, tu es quand même une personne qui est bien exposé à ce genre de problématiques. Et voilà, l'idée, c'était d'échanger avec toi, de te poser quelques questions, que tu nous fasses un petit peu tes retours d'expérience de ton côté. Et puis, l'idée, voilà, ça va être de parler ensuite, d'approfondir et d'élargir ce sujet-là. Peut-être commencer par te présenter, ton profil, ton background et ce que tu fais aujourd'hui. Avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous. Avec plaisir. Je m'appelle Rémi Espel. Je suis président de la société Elébor Gestion Privée. C'est un cabinet de gestion de fortune parisien, lyonnais. On est sur toute la France. On conseille les clients sur la gestion de leur patrimoine. C'est un cabinet qu'on a ouvert en septembre 2023 avec deux associés, Jean-Yves Parra et Maël Parra. C'est un cabinet familial et humain. On donne du conseil en banque privée, donc on recommande des investissements à nos clients, mais on ne fait pas que ça, on conseille également les clients sur la gestion de leur patrimoine de manière globale, et notamment sur des aspects juridiques, financiers, fiscaux, parce qu'on sait qu'effectivement on intervient dans un environnement qui est très complexe, qui change régulièrement et qui est de plus en plus dur pour les clients, notamment résidents fiscaux français. Et on fait également du conseil en crédit, en montage pour les entreprises ou les particuliers. Et donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui puisque c'est justement la thématique qu'on va pouvoir développer ensemble, vous, spécialistes en immobilier. Exactement. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer qui est ton client type? Mon client type, il évolue quand même assez régulièrement. Avant, on parlait souvent du chef d'entreprise de manière classique, qui était le client patrimonial qu'on pouvait définir entre 40 et 60 ans. Aujourd'hui, je me rends compte quand même que la typologie de client que j'ai en face de moi, elle évolue assez régulièrement, parce que j'ai des gens plus jeunes, pas que des gens en fin d'activité professionnelle et qui ont développé leur patrimoine au fil du temps. J'ai des gens qui prennent des risques rapidement et donc qui ont des entreprises souvent. Et donc la typologie même du dirigeant d'entreprise évolue. Et après, j'ai tout type. Je peux avoir des ouvriers ou tout type de profession, vraiment ça évolue régulièrement. J'ai beaucoup d'artistes. Donc vraiment aujourd'hui la typologie de clients peut évoluer souvent. C'est souvent des particuliers, moins des entreprises, mais je conseille aussi les deux parce que je fais du conseil en gestion de trésorerie au niveau des entreprises. D'accord. Et quand on entend banque privée, immédiatement on se dit il faut être très très riche. C'est quoi les tickets d'entrée? Alors moi j'ai un ticket d'entrée spécifique, ce n'est pas le cas de toutes les banques privées. En général, une banque privée traditionnelle sur le marché est accessible à partir de 500 000 euros de placement financier en son établissement. Il y a des banques privées qui ont récemment ouvert plus le marché depuis 5-10 ans, qui accueillent les clients patrimoniaux à partir de 100 000 euros. C'était le cas pour la banque privée dans laquelle je travaillais et sur laquelle j'étais directeur d'espace dans le 4e arrondissement, à côté de chez vous. Moi, mon ticket cible, il est de 500 000 euros, puisque sur un patrimoine de 500 000 euros, on ne donne pas le même niveau de conseil que sur une surface de 100 000 euros. Et ça, c'est par rapport effectivement aux montants légaux envisageables. Exemple, le montant de la donation qui est à partir de 100 000 euros. Si vous avez une famille composée traditionnellement de 2 parents, 2 enfants,
les montants à travailler sont différents et donc je peux utiliser effectivement l'ensemble de mon savoir pour conseiller une clientèle appropriée. C'est intéressant que tu parles de ça parce que je pense que pour le grand public, banque privée, c'est quelque chose de complètement secret, ils n'ont pas accès. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment est-ce que la banque privée se différencie d'une banque traditionnelle? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir autant d'épargne à placer pour pouvoir être client au sein de ces banques-là? Effectivement, tu as parfaitement raison. Quand je dis gestion de fortune, ça a l'air élitiste. Pourtant, la plupart des clients que j'ai en face de moi au quotidien, c'est des clients qui sont conseillés en banque traditionnelle et pas en banque privée, ou alors en banque privée mais qui sont déçus de l'accompagnement qu'ils ont. Je dirais que la frontière, elle est quand même assez limitée sur le marché. La banque privée, ça a vocation normalement à donner du conseil en gestion de patrimoine, en gestion privée, donc sur des problématiques un peu plus techniques par rapport à la banque traditionnelle qui accompagne les clients sur des besoins quotidiens. Ça peut être du financement, du crédit consommation, des cartes ou des moyens de paiement, mais pas que. Ils font aussi de l'accompagnement sur vos projets immobiliers, notamment. Et je dirais que la frontière, elle est de plus en plus limitée parce que le niveau de conseil globalement qu'on voit sur le marché, il n'est pas terrible. Il y a beaucoup de clients qui sont mal accompagnés ou qui sont en tout cas déçus de leur accompagnement, c'est ce qu'on nous dit. Et donc, effectivement, la frontière, elle est de plus en plus... Après, vous avez quand même sur le marché des banques privées qui sont élitistes, je ne donnerai pas de nom spécifique, mais qui donnent du vrai conseil, sur lequel il y a un accompagnement. Et ces banques privées-là, souvent, on les retrouve sur un segment qui est largement supérieur au segment que je vous donnais, c'est à partir de 5 millions d'encours. Et là, vous avez un vrai gérant de fortune à côté. Donc, ce n'est pas accessible au commun des mortels, en tout cas à des clients qui auraient 500 000 de patrimoine financier, ce qui est déjà beaucoup en France. Oui. Mais effectivement, c'est là, à mon sens, tout l'intérêt de travailler avec une structure comme la tienne plutôt que une grosse banque privée où potentiellement on va être noyé dans une masse plus importante. Toi, il y a vraiment un conseil qui est très personnalisé et même très personnel. Oui, déjà c'est ce qu'on retrouve en travaillant aussi ensemble au quotidien, c'est le côté humain. Moi, si j'ai décidé de créer mon entreprise aujourd'hui, c'est pour retrouver ce côté humain, travailler en vertu et en suivant mes convictions d'humain, d'humanité. Je pense que c'est ce qui manque globalement aujourd'hui beaucoup aux banques traditionnelles et c'est ce qui déplaît beaucoup aux clients. La capacité de pouvoir s'adapter à chaque humain en face de soi, de pouvoir développer des relations sur le long terme. Pour moi, c'est le plus important. Je pense que pour vous, c'est le cas également. On travaille beaucoup à la confiance sur nos métiers. Donc, c'est vrai que moi, l'humain, c'est ce que je mettrais en premier dans l'accompagnement. Oui, c'est la relation de confiance, c'est l'accompagnement sur le long terme. C'est vraiment l'idée de pas... c'est pas un coup qu'on fait, c'est vraiment on construit une relation, un patrimoine et puis... oui, et dans la relation inversée, aujourd'hui j'ai la capacité de choisir mes clients. Ouais. En banque, j'avais un portefeuille qui m'était attribué ou qui était attribué au banquier que j'accompagnais. C'est un peu différent parce que la banque vous pousse toujours à une recherche de rentabilité. Vous ne pouvez pas perdre des clients, mais vous avez des clients parfois en face de vous qui ne sont pas toujours de bons humains. Moi aujourd'hui, dans mon activité, dans l'entreprise qu'on a créée, le but c'est aussi de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, des valeurs éthiques, des valeurs d'engagement, ce qu'on partage en commun tous les trois d'ailleurs. Mais c'est vraiment de pouvoir prendre du plaisir à effectuer son travail au quotidien. Je pense qu'on est avant tout des humains en premier. Et des passionnés. Et des passionnés. Ouais. Et on accompagne effectivement les gens au quotidien, c'est notre passion, mais on veut aussi prendre du plaisir avec les gens avec lesquels on travaille. Et c'est ce qui permet d'apporter cette dimension service qui aujourd'hui effectivement manque cruellement dans des banques traditionnelles, on va dire plus classiques, où, comme tu le disais, l'objectif c'est la rentabilité, et ça peut passer malheureusement au détriment de ce niveau de service qui est aujourd'hui quand même de plus en plus recherché et plébiscité par les gens. Et on rebondira dessus, mais au niveau du financement sur le marché du particulier, notamment, je pense que l'activité du financement est impactée par la recherche de rentabilité. Les taux bougent, donc les taux centrales directeurs ont augmenté, donc ce qui induit quand même globalement une rentabilité meilleure pour les établissements de crédit. Et pourtant, on voit moins de financement, c'est plus compliqué, il y a moins de visibilité de la part des banques, et tout ça c'est lié finalement. Mais nous, on a beaucoup de clients qui sont en banque privée et souvent un des reproches qu'on a,
c'est qu'elle propose des produits sur étagère, pour tout le monde la même chose, alors qu'il me semble qu'il y a mieux à faire. Alors, normalement, la différence aussi entre une banque privée et une banque traditionnelle, c'est qu'une banque privée est censée être en architecture ouverte, c'est-à-dire avoir des solutions qui ne sont pas des produits maison, mais qu'elle va sélectionner sur le marché pour être indépendante vis-à-vis de ses clients. Le constat que moi je fais aujourd'hui par rapport à cette architecture ouverte, c'est que souvent, effectivement, elle sélectionne des solutions à l'extérieur, mais pas vraiment tout à fait à l'extérieur, parce que la société de gestion appartient au même groupe, etc. Et donc, il y a quand même une codépendance avec les solutions qu'ils préconisent ou à l'intérieur des contrats, ce qui peut dégrader très clairement la performance. Ça, encore une fois, on parlait de rentabilité, mais pourquoi le fonctionnement est ainsi fait? C'est parce que comme ça, au moins, les commissions par rapport aux solutions, les commissions de gestion par rapport aux solutions qui sont vendues, leur appartiennent, vont directement dans leur poche, et donc la rentabilité globale du système est optimisée. Moi, j'ai vécu cette transition dans l'ancienne banque privée dans laquelle je travaillais, où c'était une banque en développement, toute jeune, et sur laquelle, effectivement, il y a eu un rachat de société de gestion, il y a eu des solutions qui ont été changées à l'intérieur. Ça dégrade forcément la performance, quand bien même la société de gestion est de qualité. Le fait de ne pas pouvoir aller sélectionner en totale architecture ouverte sur le marché toutes les solutions qui s'adapteraient peut-être le mieux à nos clients, c'est pour moi un défaut. Ouais. Et après, il y a l'architecture ouverte, c'est aussi pouvoir, moi j'ai la possibilité aujourd'hui de créer mes propres solutions. Je reçois un client, je dresse un cahier des charges, le client me dit voilà, je cherche une solution qui revêtrait telle caractéristique, j'ai la possibilité demain de lui apporter cette solution spécifique, étudiée avec les caractéristiques que le client m'a demandé. Ça, c'est vraiment un plus, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas sur un catalogue de solutions, mais on crée même des solutions aujourd'hui pour les clients. Si on veut expliciter ça, par exemple, demain tu as un client qui te dit je veux absolument investir dans les énergies renouvelables. Là, tu as la possibilité de l'accompagner sur un produit, par exemple. Ce qui est mon domaine de prédilection, en plus, les énergies renouvelables, également tout ce qui est solution en faveur de l'environnement. Parce que déjà, ça s'inscrit dans quelque chose qui est important aujourd'hui, mais de deux, j'ai face à moi des clients qui sont plus exigeants avec leur épargne et qui, en plus de mesurer les critères financiers de leur investissement, mesurent également les critères extra-financiers. Donc ça, c'est les clients que j'ai en face de moi et j'en suis content, parce que c'est aussi mes valeurs. Et effectivement, demain, j'ai un client qui me présente ce cahier des charges-là. Je vais pouvoir lui dresser, par exemple, ce que j'ai fait récemment. C'était une solution sur l'eau. D'accord. Donc, sur lequel j'ai mis une barrière de protection en capital. Il y avait un rendement annuel hypothétique qui était fourni, etc. Et en fonction de ce que m'avait dit le client, j'ai pu créer toute une solution, qu'on appelle produit structuré dans le jargon. Il n'y a pas que des produits structurés, on est capable de créer beaucoup de solutions aujourd'hui. Et tout un univers de solutions à proposer aux clients. Effectivement. Ces solutions-là, le seul regret que je peux avoir, c'est que ça engendre un coût de création. Et donc, effectivement, c'est aussi pour ça que mon seuil il est peut-être plus élevé que d'autres banques privées. Quoique, c'est qu'il faut une enveloppe minimum pour créer et pouvoir référencer dans une compagnie d'assurance cette solution-là. Bien sûr. Mais globalement, c'est du sur-mesure, c'est du personnalisé. Et en termes de performance, on est sûr d'optimiser ces chances d'avoir la plus grande performance. C'est aussi des solutions qui n'existent pas sur le marché. Donc on se différencie très largement en termes de diversification. D'ailleurs, ça m'amène à une question, parce que je me suis toujours posé cette question-là sur les investissements dits éthiques et leur performance par rapport à d'autres types d'investissements. Est-ce qu'on est sur de la sous-performance, mais avec cette dimension éthique qui permet de compenser potentiellement cette différence, ou alors c'est un mythe et au final, aujourd'hui, on arrive à allier rentabilité et éthique? La doctrine du marché, c'est les investissements éthiques, solidaires ou environnementaux qui respectent les critères ESG, environnement, social et gouvernance, feraient des performances moins bonnes sur le marché. Ça, c'est la doctrine du marché, c'est ce qu'on entend régulièrement. Quand j'étais un peu plus jeune, quoique je suis encore jeune, j'ai fait ma thèse sur justement les performances de ces investissements ESG. Je l'ai fait auprès de la Banque Postale, qui est quand même un acteur très important, en tout cas souvent récompensé parmi les fonds éthiques qu'on peut retrouver. Et moi, j'ai prouvé le contraire dans cette thèse-là sur des critères mathématiques. C'est très simple, c'est logique. Si on prend en compte des critères extra-financiers, à l'époque, j'avais étudié l'action Kering, pour vous dire, qui n'a pas été très éthique
dans la gouvernance qu'elle avait à un moment avec des investissements qui avaient été réalisés en Suisse, c'est un exemple, et donc la performance de l'action avait été dégradée. Souvent, ce qu'on retrouve et ce que je prouvais, c'est que les entreprises qui ne mesuraient pas leurs critères extra-financiers, ça impliquait forcément une dégradation de performance, pas forcément à court terme, mais sur la durée. Et donc, intrinsèquement, que les investissements qui mesuraient leurs critères ESG dans leurs investissements permettaient d'assurer une performance meilleure sur la durée. Ça, c'est l'argument logique, difficile à démonter quand même. Souvent démonté par les entreprises qui n'intègrent pas forcément très bien les critères ESG ou qui sont dans des secteurs exclus des investissements, ça peut être l'armement, le tabac, etc. Et donc, il y a quand même pour moi aujourd'hui une corrélation très importante. Et je dirais que le critère éthique aussi de cet argument, c'est qu'on est dans un monde qui change et un monde qui a besoin d'intégrer effectivement des investissements éthiques. Le monde, si on continue de consommer comme ça demain, ça va être difficile. On voit qu'on a des ressources qui disparaissent. Et donc, ces ressources qui disparaissent, c'est forcément des ressources qui sont souvent le blé, l'eau, des ressources qui sont environnementalement plutôt positives. Et donc, investir dessus aujourd'hui sur des choses qui sont moins disponibles pour les clients, c'est forcément aussi parfois des bons investissements. Ouais. C'est dans le sens du temps, on va dire. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et après, de manière plus globale, on peut aussi investir en immobilier comme vous le faites, avec des performances énergétiques qui sont bonnes. On peut, dans chaque investissement, retrouver un volet environnemental positif. Du coup, c'est une très bonne chose que tu viens d'initier, effectivement, sur la partie immobilier, dans ton offre et dans ton catalogue de produits et d'offres, de solutions que tu proposes à tes clients. Comment s'inscrit l'investissement immobilier comment est-ce que tu le recommandes? Pour qui? Dans quelle proportion? Pour tous. Je pense que l'immobilier, c'est un volet important de notre patrimoine aujourd'hui. Certes, moi, j'accompagne spécifiquement les gens, plus généralement, en tout cas dans leur image, sur du financier. Il n'y a pas que du financier, l'immobilier, c'est hyper important. Après, aujourd'hui, le défi majeur de l'investissement immobilier, pour moi, c'est effectivement de bien sélectionner ses investissements. On est dans un marché qui s'est beaucoup durci en termes d'immobilier. Ça, c'est votre domaine. Ouais. Moi, je m'entoure d'experts pour conseiller mes clients en immobilier. Je ne le fais pas moi-même parce que je pense qu'il faut y consacrer tout son temps. Et après, le recul que je peux avoir, c'est que vous avez des investissements qui sont assez catastrophiques et qui perdent de la valeur, notamment dans les conditions de financement actuelles. Et vous avez des investissements qu'on réalise ensemble, qui sont très positifs, sur lesquels les clients sont satisfaits et même recommencent souvent les opérations. Mais je pense que globalement, en tout cas pour généraliser la vision du patrimoine que j'ai, l'immobilier et le financier, ça doit avoir la même place au sein d'un patrimoine. Après, il y a le patrimoine professionnel pour ceux qui ont un statut de non-salarié sur le marché. Mais globalement, le patrimoine immobilier est très important. Alors, je suis d'autant plus d'accord avec toi, et en fait, on voit effectivement cette transition effectuée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un marché immobilier qui est plus complexe, avec des enjeux qui sont de plus en plus complexes à appréhender. Et en fait, le marché immobilier tel qu'il était dans ces dernières décennies, c'était assez simple. En réalité, n'importe qui faisait un projet immobilier et sur du moyen long terme était sûr de gagner. Il suffisait d'acheter. Il suffisait juste d'acheter. Et toutes les banques traditionnelles ou classiques qui proposaient des solutions d'investissement immobilier, au final, quel que soit le support, la plus-value et l'évolution du marché immobilier faisait que tout le monde était gagnant. Aujourd'hui, on est dans un marché tout autre où c'est de plus en plus important d'analyser les différents types d'investissements, de savoir, de quantifier le montant des travaux. Il y a cette dimension effectivement énergétique à prendre en compte, cette dimension réglementation et fiscalité qui est très changeante. Et aujourd'hui, se faire accompagner par des experts, ça nous semble être aujourd'hui un prérequis pour investir dans l'immobilier. Mais je n'ai pas l'impression que les prescripteurs de type banque qui, elles, distribuent des produits d'investissement immobilier classiques aient pris ce tournant. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Moi, c'est le virage que j'ai pris directement. En immobilier, pour faire simple, en banque privée dans laquelle j'interagissais, j'avais le même prescripteur qu'on pouvait retrouver en banque traditionnelle.
qui est un leader du marché, certes, mais il n'y avait pas d'évolution sur le niveau de conseil en immobilier. Et c'était très orienté neuf en plus, promotion. Tout à fait, on Ouais. s'était rencontrés lorsque j'avais mes fonctions et je voyais ce que vous faisiez également à côté. Et on n'avait pas la possibilité de travailler ensemble parce que j'avais ce prescripteur, mais je voyais bien le décalage de niveau de conseil. Et je pense que le conseil, moi j'en parle à mon niveau sur le financier, sur le patrimoine, mais je pense que sur l'immobilier, le niveau de conseil il est hyper important. Et effectivement, je pense que les banques traditionnelles ne prennent pas ce virage en compte, avec des prescripteurs peut-être plus petits, moins sur tout le territoire national, quoique qui se développent quand même et qui sont des structures assez importantes, mais qui sont capables de faire de la personnalisation de leurs conseils en immobilier. Ce que j'aime bien avec les secrets de l'IMO, donc par exemple vous, c'est que vous prenez un projet spécifique d'un client que vous allez mener du début à la fin. Exactement. En banque, vous avez souvent un prescripteur qui a un catalogue de biens. Alors c'est difficile aujourd'hui effectivement d'avoir une offre de qualité, mais qui a un catalogue de biens. Et le recul sur investissement qu'on peut avoir, c'est que c'est quand même un peu compliqué. Souvent, il y a des dispositifs fiscaux, parce que moi j'ai rencontré pas mal de clients quand même, des dispositifs fiscaux qui sont mal utilisés au niveau des clients. Là, je parle des dispositifs globaux qu'on connaît sur le marché, Pinel, Louis Meublé, Malraux, etc. Je ne vais pas présenter tous ces dispositifs, mais c'est souvent mal utilisé au niveau des clients et notamment d'un point de vue fiscal. Mais de deux, il n'y a pas d'accompagnement sur tout le projet en personnalisation sur le besoin client. Et ça, c'est quand même dommage. Mais aujourd'hui, on le voit, hein, sur les banques, elles sont à un tournant en fait, de leur évolution. Et je pense qu'effectivement, celles qui vont réussir à apporter cette dimension déjà service d'une part et de structuration de produits qui vont plus répondre aux besoins du client vont être celles qui vont se détacher plus clairement de la concurrence et réussir à garder ce... On voit des banques comme HSBC par exemple qui ferment le rideau en France. Enfin, il y a un vrai sujet bancaire en France. Et les banques qui prendront ce tournant seront les mieux positionnées, notamment vis-à-vis de la nouvelle génération qui arrive. Non, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un tournant. Et je pense que aussi les attentes des clients se renforcent chaque jour. On parlait souvent d'Internet, mais je pense qu'Internet, qui a des vertus négatives, a aussi des vertus positives, puisque l'information, une fois qu'elle est communiquée, elle circule très rapidement. Et je pense qu'effectivement, c'est un défi majeur de demain pour les banques traditionnelles et les banques privées, c'est de personnaliser de plus en plus leurs conseils. Et on voit même que la réglementation évolue au niveau européen, avec plutôt un schéma qui était sur le commissionnement, sur la perception, ce qu'on peut appeler d'upfront au niveau des solutions qui étaient vendues, donc de commission sur solutions vendues, plutôt qu'aujourd'hui une perception, une réglementation qui évolue en faveur du conseil, du suivi, de la tarification. On voit des banques aujourd'hui qui changent leur schéma, qui mettent en place des tarifications, mais dans le temps, il faut pouvoir justifier de cette tarification auprès de ses clients qui, si déçus, n'acceptent pas de payer une tarification pour du conseil. Et donc, je pense qu'effectivement, le virage, il est important pour les banques aujourd'hui. Et aussi, on sent aujourd'hui qu'il y a un vrai attrait pour l'ancien. Et il y a finalement très très peu de banques qui permettent d'investir dans des solutions plutôt de rénovation, réhabilitation, plutôt que dans des programmes neufs. Et on sait aujourd'hui que le neuf, ça attire la langue très fortement. Donc ils ont potentiellement moins de produits à proposer. Et donc ils se retrouvent à conseiller peut-être des CPI, je ne sais pas. Ça, c'est votre domaine d'investissement sur l'ancien neuf. Moi, je vous fais confiance au niveau de mes clients et sur l'étude des projets. Ce que j'ai pu voir avec du recul, c'est que souvent sur le neuf, effectivement, il y avait moins de programmes disponibles et que surtout les délais depuis le Covid étaient très 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 longs pour pouvoir réaliser ces investissements. Et effectivement, en termes de classe d'actifs immobiliers, on a quand même la possibilité aujourd'hui de diversifier ces investissements, puisqu'il y a l'immobilier direct avec beaucoup de programmes fiscaux ou investissements. Mais vous avez aussi la pierre papier, donc SCPI comme tu parlais, qui est un dispositif d'investissement immobilier
Vous avez aussi les OPCI, organismes de placement collectif en immobilier, qui sont aussi une classe d'actifs immobiliers. Et puis on retrouve en sous-jacent également de la private equity dans l'immobilier avec des investissements en immobilier direct. Mais détenus dans des portefeuilles financiers, exactement. Donc on a quand même une large gamme d'investissements immobiliers aujourd'hui sur le marché. Avec du recul, on voit quand même qu'il y a des classes d'actifs qui souffrent un peu aujourd'hui sur le marché. C'est le cas des SCPI. Avec toutes les annonces qui sont faites, c'est un peu compliqué pour les clients qui avaient choisi ces classes d'actifs-là pour mobiliser leurs investissements. Parce qu'on a vu des baisses de moins 10, moins 7%. Là encore, moi, ma stratégie au niveau de mon cabinet, c'est de confier la gestion à un expert spécialiste en gestion de SCPI, qui fait toutes les assemblées de gestion au niveau France et européenne, qui m'appelle souvent pour me dire à cette assemblée a été annoncée une baisse de moins 10% qui sera effectivement communiquée au niveau des clients à temps. Et donc, c'est de l'information bien sûr publique, mais c'est un secteur très particulier et c'est une classe d'actifs à part entière qu'il faut pouvoir contrôler. Vous avez beaucoup de sociétés de gestion qui gèrent les CPI sur le marché. Aujourd'hui, les performances elles sont quand même négatives. On voit aussi que le marché parisien baisse en termes d'immobilier direct, avec des performances négatives pour la première fois sur Paris, qui est le domaine d'investissement de la plupart de mes clients. Mais donc, globalement, il faut quand même avoir du bon conseil aujourd'hui pour aller chercher des opportunités de marché. Exactement. En finance, pour faire le parallèle, moi quand ça baisse, j'aime plutôt bien, parce que du coup je positionne mes clients. Donc il y a des opportunités, ça c'est sûr et certain. Maintenant, encore faut-il être bien accompagné. Et souvent, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est il faut payer pour du conseil, parce que derrière les performances suivent. Exactement. Et c'est le défaut aujourd'hui du schéma traditionnel bancaire. Mais tu as dit quelque chose d'essentiel, c'est qu'en fait, quand le prix baisse, c'est là qu'il faut rentrer dans un marché. Et paradoxalement, c'est pas ça que les gens font, parce qu'ils se disent ah bah ça baisse, est-ce que ça va continuer à baisser, etc. Alors qu'en fait, il vaut mieux saisir l'opportunité d'acheter à un prix bas. On le sait qu'avec le temps, ça va monter. Donc effectivement, ce qui est très important, c'est le point d'entrée. Donc rentrons sur un marché baissier et c'est là qu'on a des opportunités qui sont meilleures que quand on a un marché qui est très florissant, comme on a eu il y a 2 ans avec de l'argent gratuit. On en parlait encore cette semaine avec un client. On faisait le parallèle sur les différentes classes d'actifs et on se disait qu'effectivement, les gens avaient du mal à se positionner dans un cycle baissier. Et donc, ils vont plutôt préférer acheter dans un cycle donc haut, dans un cycle haussier, plutôt que d'acheter bas dans un cycle baissier. Parce que dans un cycle baissier, ils vont toujours se dire « Oui, mais du coup, ça peut encore descendre. » Oui, mais l'immobilier, en l'occurrence, c'est une classe d'actifs qu'il faut voir et qu'il faut appréhender sur du moyen long terme. Donc, à partir du moment où, effectivement, on sait que c'est des cycles, donc baissier et haussier, à partir du moment où on arrive à acheter dans un cycle baissier, c'est qu'on a déjà acheté moins cher que ce qu'il y avait avant et que ce qu'il y aura plus tard, parce que l'évolution du prix au mètre carré fait qu'aujourd'hui, avec l'augmentation de la population, le contexte actuel de crise du logement, fait que le prix de l'immobilier ne peut que s'apprécier dans le temps. Et aujourd'hui, on vit une baisse potentielle, parce que les baisses sont très hétérogènes en fonction des quartiers, des villes, etc. Mais on reste dans un marché global de baisse qui, aujourd'hui, est très favorable à l'investissement. Et ça, les gens ont du mal. Autant lorsqu'il y a des soldes dans les magasins, les gens se disent, oui, du coup, il y a une baisse, c'est maintenant que je vais acheter. Lorsque c'est le cas pour l'immobilier, pour les crypto-monnaies ou d'autres classes d'actifs, lorsqu'il y a des baisses à ce moment-là, ils n'arrivent pas à voir que c'est la porte d'entrée optimale pour eux. C'est pareil dans le financier. Oui, bien sûr. Vous avez une clientèle particulière qui, quand le marché baisse, stresse. Alors souvent qui est parfois déjà positionné malheureusement, mais stress, et quand les marchés montent, il y a une sensation d'euphorie. Oui, tout à fait. Et donc on investit au mauvais moment parce qu'on ressent l'euphorie des marchés, et le marché se retourne à un moment, et donc on perd de l'argent. Et au contraire, on loupe des opportunités lorsque le marché baisse, parce qu'on sent les gens parfois investis qui sont stressés autour de nous, et donc ça dégage forcément une mauvaise image de l'opportunité pourtant réelle qu'on a.
Et donc le parallèle que vous faites avec l'immobilier, Parce qu'ils sont très influencés par ce qui se passe autour d'eux et ce Mm. qu'ils entendent. Alors qu'au final, pour faire un bon investissement, il faut toujours être à contre-courant. Il faut acheter lorsqu'on n'en parle pas, il faut vendre lorsque tout le monde en parle, parce que c'est à ce moment-là que les prix potentiellement Ouais. augmentent. Et ça, effectivement, on le constate, mais c'est ce qui fait, alors dans l'immobilier, que le marché reste complètement imparfait. Hein. C'est que les gens ne prennent pas des décisions complètement raisonnées et, en tout cas, économiquement. Et donc, il y a toujours des bons coups à réaliser. et c'est ce qui fait qu'on existe aussi. Absolument. Bien sûr. Parce que je dirais que la qualité qu'on a aussi, que je peux nous trouver en commun dans notre métier, c'est qu'on a du sang-froid et qu'on ne met pas d'émotifs ou d'émotions dans les investissements qu'on fait. Il faut être professionnel et effectivement être lucide face à ces marchés-là. Et que ce soit en immobilier ou en financier, il faut analyser des critères aussi financiers, extra-financiers et pouvoir mesurer la capacité d'investissement. Mais les points bas sont toujours beaucoup plus intéressants que les points hauts. Ça, c'est une vérité absolue. Quand bien même sur le marché financier, vous avez des détracteurs. Je vous prends un exemple, le CAC 40 est très cher aujourd'hui. Oui. Vous avez quand même les sociétés de gestion qui continuent de pousser les clients à l'investissement. Et c'est vrai qu'on peut voir quand même à court terme que le CAC 40 continue d'évoluer positivement, ce qui dégage des performances positives. Dans une approche plus long terme de son épargne, on pourrait quand même s'attendre à ce que le CAC 40 ne garde pas cette position haussière sur les 8 prochaines années. Tu le disais tout à l'heure, on s'est rencontrés dans ta précédente fonction en tant que directeur d'agence au sein d'une banque privée et on s'était rencontrés dans le cadre de financement immobilier pour certains de nos clients. Aujourd'hui, quel est ton regard sur le marché bancaire, j'entends dans le sens financement immobilier? Quelles sont d'après toi les perspectives auxquelles on peut s'attendre, que ce soit en conditions de financement de manière générale, mais déjà avant même les conditions d'obtention de financement, parce qu'on sait que 2023 a été une année assez dure et rude pour les personnes qui voulaient investir dans l'immobilier, que ce soit pour leur résidence principale ou pour du locatif, qui se sont retrouvés confrontés à un refus de la part de banques. Aujourd'hui, toi, quel est ton regard pour 2024 ? Alors je tiens déjà à rajouter qu'on fait du crossfit aussi ensemble. Absolument, tout à fait. J'espère que ça se voit. C'est important. Moi aussi. Et je dirais qu'en 2023, ça a été compliqué pour les clients, mais aussi pour les courtiers. On a pas mal l'une des professions connexes aux fonctions qu'on exerce, c'est la fonction de courtier, et ça a été quand même un environnement très compliqué. Expliquer pourquoi par le contexte de taux, avec la remontée des taux jusqu'à des niveaux quand même assez records par rapport aux 20 dernières années, parce qu'on était sur du 5,5% maximum en termes de conditions de financement. Et donc effectivement, ça a privé les gens d'une partie de leur capacité d'endettement. Parce que la somme des intérêts à rembourser était plus importante, pour faire simple. Je dirais que les annonces qui sont faites aujourd'hui par les banques centrales sont plutôt positives, puisqu'on a une annonce de baisse de taux consécutif sur 4 trimestres qui a été faite au niveau européen, mais également au niveau de la Fed qui est la Banque centrale américaine. Donc on est plutôt dans un contexte aujourd'hui de baisse de taux. Ce qui est une bonne nouvelle, je pense, sur le marché immobilier, parce que ça va permettre aux accédants à la propriété de pouvoir financer leurs investissements, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Et on a des prix immobiliers qui sont quand même très élevés, des salaires qui n'augmentent pas plus que ça économiquement, en tout cas qui sont quand même assez faibles sur le marché quand on raisonne de manière globale. Et donc pouvoir faire un investissement avec des taux élevés lorsqu'on a un salaire bas, c'est pas possible. Il y a un blocage. Ou alors faire un autre investissement lorsqu'on est déjà propriétaire de sa résidence principale avec un salaire médian, c'est quand même plus compliqué. Et donc tous ces paramètres-là, effectivement, étaient un peu compliqués pour les investisseurs particuliers, pour les courtiers, moins pour les banques, parce que quand les taux sont élevés, effectivement, la rémunération des banques s'accélère, augmente, donc c'est un peu plus positif. Pour autant, effectivement, le deuxième semestre 2023, les banques étaient frileuses, même si sur chaque prêt elles pouvaient gagner de l'argent, mais elles étaient quand même frileuses à prêter. Pour autant, effectivement, on a eu des banques frileuses.
Ça s'explique à mon sens par un manque de visibilité sur le contexte de taux, d'où les annonces qui ont été importantes pour elles. C'est quand vous avez les taux qui augmentent, les banques aussi doivent financer leurs investissements et le crédit est un investissement pour une banque. Et donc ne pas maîtriser sur du long terme le contexte de taux était un élément compliqué pour les banques. Pour autant, elles n'ont pas non plus été incitées à jouer le jeu au niveau gouvernemental. Il n'y a pas eu trop de flexibilité au niveau de la Banque de France ou du gouvernement sur le taux légal d'endettement à 35%. Ça n'a pas non plus été assoupli. On n'était pas dans un contexte de faveur, ce qui était demandé d'ailleurs par l'Association nationale des courtiers, qu'il y ait des mesures qui soient prises. Ouais. Plus de flexibilité, et ce qui a contraint le marché immobilier à faire moins de financement, ce qui n'est pas très bon pour l'économie de manière globale. Bien sûr, ça ralentit l'économie à l'échelle nationale, c'est sûr. Mais nous, on a pas mal de clients qui soit sont jeunes retraités, soit approchent de la retraite, et ils ont le recul des années précédentes, et ils nous disent souvent, nous... 3,5, 4%, c'est des taux qui sont très raisonnables. Et souvent, ces personnes-là qui ont soit encore des gros revenus, soit qui ont eu des gros revenus pendant leur carrière, ils ont encore des capacités d'investir et ils sont très contents de le faire aujourd'hui parce qu'ils ne comprennent pas tellement le battage médiatique qu'il y a eu sur ces taux. Ils ont connu des taux à 2 chiffres. Là, aujourd'hui, ils considèrent que c'est très raisonnable. Oui, après aussi pour rapporter du positif, ce qu'il faut dire c'est qu'on a des taux de financement qui ont augmenté, mais on a aussi des taux d'épargne qui sont meilleurs et donc on peut rentabiliser son épargne sans prendre de risques. On a en plus des taux qui sont fixes en France. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Quand on regarde aux États-Unis, c'est des taux à 6-7%. Souvent variables. Donc on a beaucoup d'ailleurs d'investisseurs américains qui cherchaient à se faire financer en France par rapport au contexte de taux aux États-Unis. Donc on n'est pas. Mais bon, ça reste quand même cher, ça reste pénalisant. Quand on regarde les moyennes de salaire, parce que c'est sur le salaire souvent. Bien sûr, c'est corrélé. Sauf à faire de la gestion de fortune et avoir des actifs en suffisance pour pouvoir caler son investissement. Et là encore, sur le prêt in fine, la loi a quand même assez évolué, a durci le contexte. Donc vraiment. Ça reste compliqué, mais quand on regarde les salaires, pouvoir financer, voilà, il y avait quand même sur des investissements une privation d'un montant global. Et quand on voit un marché qui est cher, qui baisse, mais qui reste quand même un peu cher sur certaines classes d'actifs, c'était quand même compliqué d'aller matérialiser des investissements. Oui, parce qu'en fait, par rapport à ce qu'il pouvait y avoir il y a quelques années, effectivement, les taux ayant baissé, ça a permis d'augmenter les prix de manière quand même significative. Aujourd'hui, avec le niveau de prix qu'on a et l'augmentation des taux, effectivement, ce rapport prix au mètre carré ramené à une base de salaire est plus conséquente que ce qu'on pouvait avoir avant et donc prive effectivement certaines personnes de l'accès à la propriété. Tout à fait. Tu peux expliquer le mécanisme du prêt in fine? Tu en as parlé rapidement. Oui, avec plaisir. Quel est le fonctionnement, quel est l'intérêt et à qui ça s'adresse? Donc on a plusieurs types de prêts. C'est vrai que le prêt in fine, il est très peu connu. Le prêt in fine, c'est quoi? C'est effectivement réaliser un investissement d'une certaine enveloppe en calant en garantie sur ce prêt-là, non pas crédit logement comme du prêt classique amortissable, non pas une garantie hypothécaire comme on peut voir, mais une garantie financière. Donc on a des actifs, on a par exemple 500 000 euros sur son compte, on veut acheter un immeuble, un logement, mais on n'est pas forcément toujours obligé d'utiliser ces 100 000 euros, on peut faire effectivement du prêt in fine. Le prêt in fine, donc on va loger ces actifs en garantie, la banque va nous prêter 50 à 100% du montant mis en garantie d'actifs. Donc sur 500 000 euros, je peux avoir un financement de 250 à 500 000 euros. Et ça va nous permettre de faire l'acquisition. Ce dispositif-là, il a été un peu restreint au niveau notamment des banques privées. Pourquoi? Parce que maintenant, on prend en compte... Donc on n'amortit que les intérêts au fil du temps et à la fin, on rembourse le capital. Ce qui est intéressant, c'est que nos actifs, on va les conserver et donc ils vont avoir une rémunération. Bien sûr. Quand je vous disais que la rémunération aujourd'hui moyenne sur un livret A, c'est 3%, etc., avoir 500 000 euros qui produisent 3%, c'est mieux qu'avoir 500 000 euros qui ne produisent rien. Et donc finalement, quand on compare le différentiel entre le coût de crédit accordé et le rendement de ses actifs,
souvent on peut arriver à un netting à zéro, c'est-à-dire que le crédit ne nous coûte rien. D'accord. C'est-à-dire qu'on améliore le rendement de l'investissement à crédit. Globalement, effectivement, on va confronter le coût du crédit au coût de rentabilité de ses actifs. Et le but, c'est que le coût de rentabilité de ses actifs batte le coût du crédit. Bien sûr. Tout en On ayant a un taux crédit à d'endettement 4. qui est plus faible parce qu'on n'a que les intérêts à payer. Exactement. Et dans la prise en compte effectivement de l'endettement, alors c'était le point de vigilance que j'allais développer, mais on prenait en compte initialement que les intérêts. Il y a eu une modification quand même récemment. On prend aujourd'hui normalement dans le calcul de taux d'endettement le remboursement du capital en dernière échéance. D'accord. Ce qui est un peu particulier. Ouais, oui. Vous avez quand même de la flexibilité de la part des banques parce qu'il y a un consensus qui a été trouvé entre les différentes banques privées pour pouvoir quand même accompagner les clients sur un intérêt majeur qui est le prêt in fine. Ça a des intérêts parce que ça joue un rôle d'effet de levier. Notamment dans son patrimoine, avoir de la dette, c'est parfois quelque chose de positif. Pourquoi? Parce qu'en termes de transmission, la dette se dégrève de l'actif. Ça permet également de caler plutôt sur du salaire et pas sur des actifs. Exemple, on a mis du temps à acquérir un patrimoine financier, on ne veut pas le perdre, mais on veut financer un bien coup de cœur, c'est possible. Et donc, effectivement, le prêt in fine a tout son sens dans la catégorie des prêts qu'on peut retrouver. Je dirais que les deux prêts, le prêt classique complémentaire, c'est le prêt amortissable. Et en termes de prêt, ensuite on a le prêt hypothécaire qui est un peu aussi un peu différent, mais qui a un volet amortissable. On va rembourser du capital et des intérêts. Très clair. Et c'est un prêt qui est fréquemment utilisé Le en prêt banque in fine, privée, ouais. en banque privée assez régulièrement. On parle aussi de crédit lombard quand on veut financer un investissement dans une entreprise. Pas qu'un bien immobilier, on peut avoir différents types d'investissements. Une prise de participation dans une société. On retrouve pas mal d'eux. C'est un prêt qui est beaucoup utilisé en banque privée, mais qui est très peu représenté sur le marché global du crédit en France. Mais tout comme la clientèle patrimoniale est moins représentée qu'une clientèle plus large sur le territoire français. Et donc ça s'adresse à des gens qui ont un patrimoine financier, mais est-ce que le patrimoine immobilier, on va dire déjà remboursé, donc en pleine propriété, peut être aussi un actif qui est mis en garantie? Tout à fait, je parlais de crédit hypothécaire. On peut aujourd'hui, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est quand on fait un prêt, la banque nous accorde le prêt, mais veut une garantie de son remboursement. Jusqu'à là, bon, ça marcherait pareil entre personnes physiques. Même s'il y a la confiance, on demande souvent des garanties, notamment plus le montant est important. Donc on peut avoir une garantie financière, quelqu'un qui a déjà de l'épargne et qui met en garantie financière. Ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, l'épargne se revalorise. Mais on peut aussi avoir le même réflexe avec de l'immobilier, faire un crédit hypothécaire sur lequel on va mettre la garantie sur son patrimoine immobilier existant. Ce qui est positif aussi, parce que l'immobilier a également un rendement, donc les loyers, souvent, pour citer ce cas précis, mais on a un immeuble locatif, on va le mettre en garantie d'un nouveau prêt, ça va pouvoir nous permettre de développer son patrimoine de manière plus rapide, en rassurant la banque vis-à-vis de son investissement et donc de continuer sa capitalisation. Très clair. Et le prêt amortissable, de manière globale, qui s'adresse à tout le monde, que ce soit une clientèle patrimoniale ou une clientèle non patrimoniale, qui permet très largement d'utiliser ses salaires pour aller financer un bien. Et à ce moment-là, en termes de garantie, on a aussi des garanties crédit logement, pour les plus connus. On a aussi des garanties au niveau des groupes d'assurance. Souvent, ce qui est connu sur le marché de la banque, c'est CNP. Mais très largement, on a pas mal de garanties qui permettent de couvrir les banques. Ça, c'est des organismes de caution. Tout à fait. Qui garantissent à la banque d'être remboursé, quoi. Exactement. Qui permettent de protéger le schéma au niveau bancaire du financement. Ok. On a, nous, pas mal de clients qui sont des non-résidents fiscaux en France. Donc le financement bancaire est d'autant plus un sujet pour ces personnes-là. Toi, est-ce que tu accompagnes ce genre de profil et qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour obtenir un financement avec une banque française? J'accompagne. Difficilement parfois. Mais j'accompagne. En fait, ça dépend du pays de résidence, souvent. L'appréciation, elle est faite vraiment au cas par les banques. Si vous êtes résident de l'espace économique européen, et donc globalement l'Europe, c'est un point positif, les banques vous accompagneront.
C'est l'Europe, y compris l'Angleterre, il me semble. Exactement. Ouais. L'Angleterre, ça s'est un peu Durci. complexifié avec Ouais. le Brexit. Ouais. Après, ça dépend du statut que vous avez en Angleterre. Si vous êtes non domicilié en Angleterre, non d'homme comme on dit, les banques vous accompagnent. Si vous avez un statut de résident permanent en Angleterre, vous avez des conventions qui ont été signées, ça reste un peu compliqué dans la pratique. Ok. Maintenant, vous avez des banques qui sont spécialisées dans l'accompagnement également de non-résidents. Et donc, on peut effectivement accompagner. Vous avez aussi des banques traditionnelles qui sont connues pour ne pas accompagner des non-résidents, qui sur certains espaces vont accompagner les non-résidents parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Donc c'est possible, c'est toujours possible de trouver un financement. Je dirais que pour trouver un financement, être sûr de maximiser ses chances, il faut avoir un montage qui est en adéquation avec ses projets. Et ça c'est important, c'est mon métier. Moi je vais structurer des montages, que ce soit sociétaire ou en particulier, pour que les gens puissent déjà bien diligenter leurs projets patrimoniaux, parce que le crédit s'emboîte dans tout le reste. Et la gestion d'un patrimoine, et de deux, pouvoir aussi présenter les bons interlocuteurs qui vont être capables de comprendre le dossier et financer. Souvent, on s'adresse directement à sa banque, on n'a pas forcément de lien avec son conseiller. Donc le conseiller qui change régulièrement souvent. Change régulièrement, et donc on va avoir un nom alors qu'on a un dossier qui est très qualitatif. J'ai déjà vu des clients qui avaient un taux d'endettement très faible et de l'épargne, sur lequel on leur disait non, parce qu'on ne comprenait pas le sens du projet. Pour revenir aux non-résidents, pour affiner simplement, le statut américain, c'est un peu compliqué quand même. Toutes les banques ne financent pas les US personnes. Vous pouvez avoir des exceptions, mais c'est très rare et très difficile à trouver. Et après, de manière globale, en dehors du territoire européen, ça va quand même être un peu compliqué. Vous avez des banques qui le font très peu, et on est quand même dans un contexte où déjà, en tant que résident fiscal français, on a du mal à trouver un crédit, donc c'est d'autant plus dur. Mais je pense que c'est possible quand même de trouver un financement. C'est compliqué, mais j'ai déjà vu. Ouais, nous, on fait une dizaine ou une douzaine de dossiers par an là, d'expats. Effectivement, ce qu'on constate, c'est que, alors, comme tu l'as dit, ça dépend du pays de résidence. Ça dépend de la nature du contrat qu'ils ont. Alors, ceux qui, en fonction de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, déjà si c'est une entreprise française ou pas, de la nature du contrat de travail, ça diffère également beaucoup. Et puis ensuite, du lien qu'ils ont encore avec leur banque française. On a constaté que ça a un gros, ça joue pas mal. Il y a effectivement des grandes banques qui peuvent être moins intéressantes pour les résidents fiscaux français, mais qui devient intéressante pour les non-résidents fiscaux français parce qu'ils ont cette dimension internationale qui leur permet effectivement de financer ce genre de personnes. Effectivement, c'est plus compliqué, on y arrive encore, mais ça ne va pas être avec les mêmes conditions, c'est-à-dire on a un montant d'apport qui est quand même plus conséquent que ce qu'on peut avoir pour un résident fiscal. En gros, pour donner des ordres de grandeur, pour un résident fiscal français, aujourd'hui, on est sur des montants d'apport qui tournent entre 10 et 20% du budget total. Là où pour un non-résident, en fonction du pays, ça peut être facilement le double, si ce n'est plus, pour effectivement des résidents américains. Et puis des niveaux de taux également qui ne sont pas les mêmes, les grilles ne sont pas les mêmes, elles sont un petit peu plus élevées. Mais ces personnes-là ont des niveaux de rémunération qui sont plus élevés que pour les personnes qui travaillent en France, ont du coup derrière un niveau d'épargne qui est plus conséquent. Donc elles ont également les conditions qui leur permettent de profiter des conditions bancaires qu'on a en France qui restent, comme tu l'as dit tout à l'heure, très avantageuses par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres pays. Non, je suis d'accord. Après, je dirais que chaque dossier est spécifique. Il faut l'étudier, il faut pouvoir le présenter, le mettre en valeur pour être présenté également. Après, il y a aussi différents types d'investissements, comme on parlait, le prêt de financement, le prêt amortissable, le prêt hypothécaire ou le prêt in fine. En fonction de la catégorie de prêt dans laquelle on va se situer, la banque va réagir différemment également. Si on a des actifs, effectivement, on aura potentiellement plus de chances d'obtenir un crédit en fonction de son statut non résident ou non. Donc, et puis ça laisse aussi plus de flexibilité dans le montage. On peut utiliser une partie d'épargne, une partie de mon épargne. On peut vraiment faire du sur-mesure en fonction des projets du client. Et pas que l'attente de la banque, mais aussi l'attente de la banque. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le facteur limitant des banques, c'était effectivement le taux d'endettement de 35% auquel aujourd'hui elles ne peuvent quasiment pas déroger, même si elles ont effectivement
quand même quelques exceptions qu'elles peuvent réaliser, mais ce taux d'endettement, donc c'est un taux d'endettement effectivement personnel, est-ce qu'on peut y déroger à cette fameuse règle en interposant une structure de société qui permet effectivement de passer de l'endettement sur un endettement professionnel et non plus personnel, et du coup s'abroger un peu de cette contrainte-là? C'est une très bonne question. Souvent, ce que je fais, moi, avec mes clients, parce que, alors pas que pour le taux d'endettement, c'est pas ma vertu, mais c'est aussi de manière juridique, patrimoniale, créer des structures qui soient indépendantes, qui permettent de maîtriser la fiscalité des revenus et les projets patrimoniaux dans leur ensemble. Mais une société, c'est une personne à part entière, donc qui se distingue de la personne physique. Donc, la première réponse que je pourrais donner, c'est qu'effectivement, on va étudier le cas d'une société de manière indépendante à une personne physique au niveau de l'endettement. Pour autant, les banques, dans la pratique, sont quand même très regardantes du niveau d'endettement des personnes physiques derrière. Et donc, il faut avoir une capacité d'endettement à titre personnel qui permette d'apporter une confiance envers l'investissement que prend la banque. Et je dirais qu'il y a quand même des investissements qui, c'est souvent corrélé également au niveau de revenus qu'on peut avoir, au niveau du montage du projet qu'on fait. Donc voilà. Oui, c'est-à-dire qu'avant, effectivement, cette contrainte forte du HCSF sur les 35%, les banques regardaient déjà ce taux d'endettement, bien évidemment, mais regardaient également le reste à vivre. Et donc, pour les personnes qui avaient des hauts niveaux de revenus, on pouvait dépasser ce taux d'endettement 35% de manière assez aisée. Là, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, en passant par une société, elles vont quand même regarder le niveau de revenu derrière et le taux d'endettement des personnes physiques, mais peut-être avoir un peu plus de latitude ou un peu plus de souplesse sur ce taux d'endettement au regard du reste à vivre. Oui, c'est le reste à vivre, oui, la qualité du projet. C'est pour ça qu'être accompagné par de bons professionnels, c'est important, parce que sur la qualité du projet, il va y avoir le niveau de risque du projet, mais également les revenus sur le projet. Ça ne fait pas rien. Si vous avez un projet qui apporte suffisamment de revenus, le reste à vivre, il change. Bien sûr. Puisque du coup, on intègre les revenus, sont pris en compte dans le financement. Et tout ça, moi, le bon conseil que je peux donner à des clients qui sont intéressés, c'est d'aller vers des bons conseillers pour maîtriser toutes les caractéristiques de leur investissement, le montage et donc le financement. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, ce qui rassure énormément les banques de nos clients sur lors des financements, aujourd'hui, les banques ont peur. Elles sont très attentives, on va dire, au montant des travaux, notamment des passoires énergétiques, parce que c'est quelque chose qui est pour elles très, très important, parce que ça peut être, d'un point de vue réglementation, assez contraignant derrière, que ce soit pour la mise en location ou pour la revente. Et ça dévalorise complètement le collatéral qu'a la banque, du coup. Absolument. Et derrière, depuis qu'on a mis en place, nous, cette offre de budget travaux garantis, c'est-à-dire que nous, on garantit à nos clients, initialement, lorsqu'on leur dit que pour tel projet, il y a pour 100 000 euros de travaux, nous, on leur garantit que ce montant-là reste dans cette enveloppe-là et ne dépasse pas. Ouais. Et les banques se disent qu'effectivement, derrière, elles sont sûres et certaines, derrière d'avoir un bien qui sera rénové, qui aura de bonnes performances énergétiques, tout en restant sur ce budget-là. Et ça a permis de faciliter pas mal de financement de projets, parce qu'elles disent, le projet, il est ficelé, il est carré, et en plus de ça, on a une garantie sur le budget travaux qui risque de ne pas déraper, que ce soit pour le client ou pour nous. C'est ce qui est super de travailler avec vous, c'est que déjà vous êtes des passionnés et des humains, donc ce qu'on disait, mais en plus, vous avez la force que vous avez, c'est d'être à la fois conseiller sur un investissement, mais également d'accompagner les gens de bout en bout du projet sur les travaux et sur la rénovation du bien. Exactement. C'est quand même tout un packaging sur mesure qui est proposé, qui permet que les banques soient rassurées, mais aussi les clients et parfois le gestionnaire de fortune qui travaille avec vous également Bien sûr. dans la maîtrise des investissements de ses clients. Effectivement, ce qu'on propose, c'est très lisible, étant donné qu'on travaille avec une enveloppe qui est fermée, qui est définie au début. On a l'enveloppe de dépenses, on a la rentabilité escomptée, et donc on sait que c'est très facilement mesurable. Et du coup, vous, au niveau des secrets de l'IMO, ce qui peut être intéressant également, c'est que vous faites effectivement la sélection de biens immobiliers, mais vous ne faites pas que ça. Vous choisissez également vos partenaires financiers. Il y a toute une notion de service dessus qui est proposée également à vos clients. Tout à fait. En fait, quand nous, on travaille,
on part du client dans un premier lieu, on fait, on va dire, un état des lieux de son patrimoine, quels sont ses objectifs, quelles sont ses attentes. Et à partir de là, on va pouvoir, nous, d'une part, l'orienter peut-être vers une personne comme toi s'il y a plusieurs sujets divers, ou avec une banque avec qui on a l'habitude de travailler si c'est juste pour faire un projet immobilier. Et donc effectivement, le fait de nous être très liés avec le secteur bancaire, parce que chaque opération, il y a un financement. Donc on en fait une centaine par an, donc on est des gros prescripteurs pour les banques. Donc on sait identifier quelle banque va correspondre à quel client, et derrière, on va pouvoir dérouler notre process avec la recherche du bien, la conception, le démarrage des travaux, et puis ensuite la mise en location. Et donc le client a une offre qui est complètement packagée, et il a eu en plus les meilleurs interlocuteurs tout au long du projet. Donc effectivement, c'est, comme le disait Benjamin, c'est en fonction du client, mais c'est également en fonction du projet. Parce que donc il y a des projets effectivement d'achat d'appartements qu'on va louer derrière, que ce soit en nu ou en meublé, mais on peut également faire des projets qui sont plus complexes, de type des opérations d'achat-revente ou des opérations même de locatif avec un achat d'immeuble sur lequel on va optimiser, donc rajouter de la surface, de la surélévation, de l'extension. Ça, c'est des projets qui sont quand même assez complexes, qui sont longs, c'est-à-dire qu'il y a entre l'acquisition et la mise en location ou la vente, il peut se passer plusieurs années pour obtenir les autorisations administratives, permis de construire ou déclaration préalable. Derrière, le temps d'effectuer les travaux, qui reste quand même, qui s'inscrit quand même sur un temps qui peut être conséquent, avant derrière, effectivement, de pouvoir tirer des revenus de ce projet-là. Et donc le choix des partenaires bancaires avec lesquels on va travailler pour ces projets-là, il est également très, très minutieux, parce que toutes les banques ne le font peut-être pas, n'offrent pas toutes les mêmes conditions. Effectivement, on va orienter nos clients en fonction de leur situation propre et de leur patrimoine, mais également en fonction de la nature du projet qu'on va réaliser pour eux. Non, c'est une bonne chose. Je pense que c'est comme ça que vous avez des clients qui sont satisfaits également au quotidien. Et puis, j'ai le même défi que vous et on travaille ensemble. Donc, c'est qu'on s'est choisi également mutuellement pour travailler ensemble. Je dirais que choisir des partenaires de qualité qui partagent les mêmes valeurs, ça fait aussi que nos clients sont fidélisés avec nous, mais également avec notre partenaire. Absolument. Et donc, on est vraiment sur une satisfaction globale. Exactement. L'important, c'est que au final, tout le monde s'y retrouve. Le client, il a obtenu ce qu'il voulait dans les meilleurs délais et avec un niveau de qualité qui est incontestable. Et quand je vous envoie du coup des clients aussi à moi, parce que j'ai aussi ce rôle de détecter les besoins, les projets et de prescripteurs, ce qui est assez d'ailleurs enrichissant dans notre partenariat. Comment vous faites, sur quoi vous accompagnez les clients ? Alors, on peut les accompagner sur différents types de problématiques ou d'objectifs et d'enjeux pour eux. Ça peut être de l'investissement locatif classique pour une personne qui veut développer son patrimoine, assurer sa retraite à terme. On a également un autre profil de clientèle qui peuvent être des personnes qui ont monté leur entreprise, qui viennent de revendre leur entreprise et qui, du coup, pour optimiser leur fiscalité, passent par un dispositif fiscal, le 150 OBTR, qui leur permet de ne pas avoir à payer complètement leur plus-value, en tout cas à court terme, et donc de réemployer une partie de cette plus-value-là sur un projet immobilier d'achat-revente de marchand de biens. Donc on accompagne également ces clients dans ce type de projet-là. L'idée, nous, c'est qu'on n'est pas... on s'est structuré de manière à avoir l'ensemble des compétences au sein des secrets de l'IMO pour pouvoir répondre à plusieurs problématiques, plusieurs objectifs que peuvent avoir nos clients. L'objectif étant pour nous d'assurer une solution sur mesure pour nos clients en fonction de leur situation et de leurs objectifs. Ce qui est bien, et je te posais la question, j'avais déjà la réponse, c'est que vous êtes des spécialistes en immobilier, mais vous êtes aussi des prescripteurs. Oui. Vous avez cette double casquette de pouvoir orienter aussi de manière globale. Absolument. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis uniquement un prescripteur. Je suis spécialiste effectivement financier, mais je suis surtout un prescripteur, je donne du conseil de manière globale. Et vous avez ces deux volets aussi, ce qui est important. Exactement. D'où notre complémentarité. Tout à fait. Et pour nous, c'est essentiel de pouvoir nous appuyer sur
typiquement des spécialistes comme toi d'un autre volet, parce que comme notre clientèle est soit en phase de constitution d'un patrimoine, soit déjà propriétaire d'un patrimoine à faire prospérer et en tout cas à faire durer, voire à transmettre, on a besoin évidemment, nous, de pouvoir les accompagner de manière plus globale et ça peut effectivement passer à travers tes qualités. Et les clients qui n'auraient pas forcément le niveau d'épargne que je demande, parce que je ne suis pas élitiste, mais tout le monde n'a pas 500 000 euros sur son compte courant. Malheureusement. Vous avez d'autres partenaires traditionnels ou banques privées qui peuvent les accompagner également? Oui, tout à fait. Effectivement, on travaille effectivement avec des banques traditionnelles ou des banques privées avec lesquelles on a un bon relationnel. Le tout étant, nous, à partir du moment où on va recommander un de nos partenaires à nos clients, c'est que ce partenaire-là ait effectivement le même niveau de service et le même niveau d'exigence vis-à-vis de lui-même que nous pouvons avoir par rapport à nous. Et donc, voilà, on va recommander des partenaires qui vont permettre à ce que le client puisse être satisfait derrière de la prestation qu'il aura eue. Ok. Et en plus, c'est des partenaires qu'on aura éprouvés. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer quelqu'un parce que voilà, c'est des partenaires avec qui on travaille sur la durée et donc c'est des gens avec qui on a l'habitude de travailler et en qui on a toute confiance. Et il y a un dernier niveau qu'on n'a pas ouvert, c'est la rentabilité des investissements. Bien sûr, très important. Très important. Financier versus immobilier, qui bat l'autre? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, ça dépend. Alors déjà, il y a un facteur qui est important, c'est effectivement l'effet levier. Nous, c'est le gros point fort que les investissements immobiliers ont par rapport à d'autres classes d'actifs. Effectivement, c'est d'avoir cet effet levier qui permet, avec une épargne qui reste assez modeste, de pouvoir monter sur des projets qui sont plus conséquents. Après, pour parler rentabilité, rendement locatif, alors nous, on est déjà, tu le sais, basé sur Paris et la petite couronne, donc on est sur un niveau de risque qui est quand même très faible et on est sur un niveau de liquidité qui est quand même assez fort également. On est sur des rendements locatifs qui vont tourner en fonction de Paris ou d'autres villes de petite couronne entre 3,5 jusqu'à 7% pour les villes de petite couronne, on va dire, avec un profil risque un peu plus agressif. Et un potentiel de plus-value à terme qui peut être effectivement assez conséquent aussi. On se positionne sur des villes qui sont impactées par le développement du Grand Paris, donc des villes dans lesquelles il va y avoir de nouvelles lignes de transport qui vont se créer, dans lesquelles il y a des gros projets de développement urbain qui permettent effectivement à ces villes-là de voir leur prix au mètre carré évoluer. Donc en additionnant les deux, on peut être sur des rentabilités globales qui vont varier entre 5 et 10% pour être très large. Mais je vous connais bien, donc j'ai vu effectivement des projets passer, notamment sur le dispositif d'achat-revente que vous proposez à partir de 700 000 euros à vos clients. On est souvent parfois sur des rentabilités à 2 chiffres, donc c'est quand même très concurrentiel quand moi j'ai le pendant financier, où certes les niveaux de rendement des actifs sans risque ont augmenté. On sent quand même que les niveaux de rendement des actifs risqués quand même se contractent un petit peu. Il y a toujours des solutions de niche sur le marché, des niveaux de placement qui sont effectivement à des points d'entrée bas et donc qui peuvent donner sur du long terme des belles perspectives. Je dirais que moi, mon niveau de corrélation risque-rendement, il est quand même plus élevé qu'en immobilier où on est sur un rendement un risque plus mesuré et dont il n'y a pas de corrélation toujours avec le rendement parce que ça dépend du loyer qu'on perçoit et effectivement l'occupation du logement. Mais globalement, je pense qu'il faut les deux sources de revenus dans son patrimoine, encore une fois, et pouvoir avoir peut-être plus de flexibilité au niveau d'actifs financiers et plus une vision long terme sur le patrimoine immobilier dans son investissement. Ce qu'on dit beaucoup en immobilier, c'est qu'il faut essayer d'avoir un voire deux coups d'avance. Et c'est pour ça que nous, on travaille vraiment sur le Grand Paris, c'est-à-dire que c'est des villes dont on a la certitude qu'elles vont prendre de la valeur. Parce qu'on l'a déjà expérimenté. Il y a des villes là où les transports ont ouvert, ça a pris 20-30%. Et donc on a cette certitude que le patrimoine va immédiatement s'apprécier. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de dire j'investis dans une ville où le transport arrive dans 3 ans.
on sait que dans 3 ans, ça va décoller. Et donc, c'est vraiment essentiel d'avoir un coup d'avance. Investir, le marché de l'immobilier, il est quand même drivé par la résidence principale. Donc, quand on achète pour soi, on a besoin d'avoir le transport en bas de chez soi. C'est essentiel. Quand on fait du locatif, ce n'est pas nous qui allons y vivre. Donc, la personne qui va louer cet appartement, ça correspond à ses besoins. Et dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe, ça va intéresser aussi les gens qui veulent acheter leur résidence principale. Donc, ça veut dire que nous, on va acheter à un prix bas parce qu'il n'y a pas encore le transport attendu. On va l'exploiter et quand on va le revendre, on aura une plus-value qui sera importante. Et donc, si on cumule tous ces rendements, ça fait des opérations qui sont très très rentables. J'aime bien quand tu parles de cumul de rendement, parce que c'est l'approche que j'ai moi chez Elébor, dans notre cabinet. C'est que souvent on voit des clients qui répliquent les performances des marchés. Oui. Donc on voit des phases qui oscillent vers une hausse et vers une baisse, et ainsi de suite, et qui suivent les cycles finalement des marchés. Et donc qui gagnent pas toujours de l'argent, ça dépend au moment Où ils sont rentrés et auquel ils ont besoin de leur argent finalement. Nous, on cumule les rendements, c'est notre approche. On a une approche dite bon père de famille, pardonnez-moi le jargon aujourd'hui. C'est une approche escalier, c'est-à-dire qu'on va sécuriser nos plus-values. C'est important. Et ça, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui est fait à la main, qui est initié par du conseil de sécuriser la plus-value. Lorsqu'on est rentré sur un point bas, qui est remonté, on sécurise, on recherche un point bas. Ce qui permet d'avoir souvent dans les courbes de projection qu'on a des performances, une approche un peu escalier, où certes sur un temps on va stagner un petit peu en termes de performance, c'est pas long, mais derrière on n'a qu'une progression positive et pas de perte de capital. Souvent quand on dit finance, les gens sont un peu inquiets. Moi je vois beaucoup de clients qui connaissent pas du tout le métier que je fais ou le conseil en gestion de patrimoine. Et le but c'est de rassurer aussi, de dire que souvent le capital qu'on a en face de nous, c'est un capital qui a été gagné difficilement, et donc on n'est pas là non plus pour mettre en jeu ce capital. On a une approche bon père de famille, on gère le capital en protégeant surtout ce capital d'une baisse, et on va chercher des solutions spécifiques qui permettent d'avoir des hausses. De toute façon, dans cette approche bon père de famille, la règle numéro 1, c'est de diversifier ses investissements. Donc du financier, de l'immobilier, c'est ce qu'il y a de mieux pour pérenniser son patrimoine. Écoute, merci beaucoup Rémi pour ce temps passé avec nous et ce partage très intéressant. Et on vous invite à nous suivre pour de prochains épisodes. Merci. Merci.